Bonjour à tous, bienvenue à ce forum de la création et de la reprise d'entreprise édition 2021. Donc cette année, le forum est organisé donc par la Chambre des métiers Auvergne-Rhône-Alpes avec la CAPI en partenariat avec les acteurs de l'entrepreneuriat. Pour cette thématique-là, la thématique, donc ma forme pardon, juridique idéale, je vais en présenter une partie et je serai accompagnée donc des partenaires de la Chambre des métiers qui vont se présenter eux-mêmes. Donc nous aurons un animateur, l'expert comptable, l'URSSAF et A2I+, donc je vais les laisser se présenter. Merci. Donc, Mohamed Rachid, je suis expert comptable à Grenoble et représentant du Conseil régional de l'Ordre Auvergne-Rhône-Alpes sur le Sud Isère. Bonjour, je m'appelle Mireille Tirard-Gattel, je suis chargée de relations clients au sein de l'URSSAF Rhône-Alpes sur le site de Grenoble et j'ai en charge l'accompagnement des créateurs d'entreprises. Bonjour, je suis Véronique Aubert, co-gérante de la coopérative d'activité et d'entrepreneurs à Bourgoin-Jallieu dans le Nord-Isère. Merci. Donc merci pour vos présentations. Donc ces partenaires interviendront au fur et à mesure de cette conférence. Hop. Alors, quand effectivement nous avons un certain nombre de porteurs de projets qui font appel à nous pour la création de leur entreprise, donc c'est vrai que nous avons un certain nombre de questions qui reviennent assez fréquemment. Donc c'est très intéressant pour nous les questions que vous nous posez parce que ça nous permet effectivement de faire ce genre de conférences qui permettent justement d'alimenter et de répondre au mieux aux questions primaires entre guillemets que vous avez le plus souvent. Donc là, on a mis quelques exemples de questions qui reviennent assez fréquemment. Voilà, quel régime je prends? Est-ce que je régime de la micro, le régime du réel? Quel sera mon statut social? Est-ce que je serai donc travailleur non salarié ou assimilé salarié? Voilà, quel est le risque pour mon patrimoine? Quelle forme juridique idéale je peux choisir? Hein, donc bien souvent, c'est la question la plus importante qu'on nous pose. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de forme juridique idéale. Il y en a une qui est plus adéquate à un moment donné par rapport à votre situation voilà, personnelle, à ce que vous voulez faire, au développement de votre entreprise, etc. Donc ça, c'est les questions qui sont fréquemment posées par les porteurs de projets. On a aussi recensé pas mal d'idées préconçues par rapport à la création d'entreprise, de préjugés, on va dire. Notamment, on entend souvent que la micro-entreprise, c'est plus simple. Hein, c'est plus simple à créer. L'entreprise individuelle, c'est quelque chose de plus risqué. Je prends un petit peu plus de risques. Voilà, je préfère être salarié de mon entreprise. Voilà, une SASU, par exemple, je vais me payer avec des dividendes. Voilà, donc pas mal d'idées préconçues. Donc l'idée aussi de cette conférence, c'est de pouvoir répondre un petit peu et remettre un petit peu la réalité en place, parce que c'est vrai qu'on entend un petit peu pas mal d'avis. Donc, quelques critères de choix. Donc, ça, c'est des aspects qu'on va voir durant cette conférence, justement. Quelles seront les formes juridiques le plus appropriées par rapport à ma situation? Donc, notamment, il y a plusieurs critères qui vont permettre de définir un petit peu votre forme juridique. Est-ce que déjà, je vais être seule ou est-ce que je vais exercer à plusieurs? Déjà. Donc, ça va mettre un petit peu de ménage dans les formes juridiques qui vous seront proposées. Voilà, j'ai choisi un statut social, donc quelles seront les formes juridiques les plus appropriées? Le régime d'imposition, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, donc ça on va le voir au fur et à mesure de la conférence. Quelles sont mes responsabilités sur les biens ou jusqu'où va ma responsabilité, d'accord? En fonction des formes juridiques, donc les responsabilités engagées ne sont pas les mêmes. Besoin de mobiliser des capitaux extérieurs, souplesse de fonctionnement. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir durant cette heure-ci. Et je vais laisser la parole à Monsieur Rachid de l'Ordre des experts comptables. Allez-y. Merci. Alors, effectivement, quand les exploitants, les porteurs de projets viennent nous voir, quand ils sont tout seuls, on a le choix entre deux régimes. C'est où effectivement ils s'installent en entreprise individuelle, c'est-à-dire que c'est en leur nom propre qu'ils vont exploiter leur activité,
ou ils se mettent en société parce qu'ils veulent avoir une séparation entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel, donc à mettre sous forme de société. En entreprise individuelle, ben, ils ont la possibilité de se mettre en nom propre. Hein. Le plus souvent, ça portera leur nom, prénom, éventuellement une dénomination sociale ou commerciale. Ils peuvent choisir dans ce cadre ou d'être un régime micro ou au régime réel, mais on le verra plus tard. Et on a le statut aussi de l'EIRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, qui est une création relativement ancienne, mais qui a été voulue par le législateur pour distinguer effectivement, même dans le cadre d'une entreprise individuelle, le patrimoine professionnel du patrimoine privé, pour éviter que s'il y a malheureusement des mauvaises affaires, que ça ait une répercussion sur le patrimoine donc privé. Le législateur a créé cette EIRL pour isoler le patrimoine professionnel du patrimoine privé pour préserver l'entrepreneur. À côté, si effectivement l'entrepreneur veut se mettre en société, c'est-à-dire différencier son patrimoine professionnel et le mettre dans une structure à part, où il aura la possibilité de se mettre en SARL à associé unique, on appelle ça l'EURL, ou de se mettre en société anonyme, donc où il sera unipersonnel, de manière à pouvoir choisir donc une société, mais dont on verra tout à l'heure la différence avec la SARL. Donc, entreprise individuelle, il est tout seul, il est en nom propre, ou société, donc là on crée véritablement une structure à part, qu'on appellera société, ça sera le plus souvent, ce qu'on rencontre, c'est la SARL ou la SASU. Voilà la différence entre les deux. Alors, pour compléter un petit peu ce qui vient d'être dit, et pour qu'on s'y retrouve dans les termes, parce que vous allez être confronté à plusieurs organismes et on a chacun un petit peu de nos termes, le statut d'entreprise individuelle, le statut de travailleur non salarié, le statut de travailleur indépendant, ces trois termes qui veulent dire la même chose finalement. Travailleur indépendant, TNS, entreprise individuelle. Dans ce statut-là, vous avez le choix entre deux régimes. Le régime micro, qui est un régime simplifié en termes de comptabilité, mais vous avez les mêmes obligations qu'un travailleur indépendant avec le régime classique. Donc voilà, il y a deux régimes, le classique, l'auto-entrepreneur, et le IRL est une option qui effectivement est bien à prendre en compte parce qu'elle va protéger votre patrimoine personnel. Voilà. Tout à fait. Alors, en entreprise individuelle, comme on l'aura compris, l'entrepreneur est seul exploitant, c'est une personne physique, hein, c'est lui qui représente son activité. Là, on ne peut pas parler de capital social, puisque le capital social, le plus souvent, on le verra dans une société, puisque pour être le gage des créanciers, des tiers, etc., on dit on va mettre un capital de 1000, 2000, 3000 euros selon l'activité qu'on va exercer pour dire aux créanciers, voilà, je mets une certaine somme pour montrer le sérieux de mon activité, de ce que je veux faire. Donc, on dote, si vous voulez, la société d'un capital. Alors, comme dans le cas de l'entreprise individuelle, on a une responsabilité qui est il n'y a pas globalement de différence entre les deux, sauf les cas particuliers qu'on a vu, le URL et la protection que la loi a apportée, qu'on verra tout à l'heure. On n'a pas d'acte capital à mettre dans la comptabilité, ni sur son papier en tête, etc. Là, quand on est en nom propre, le principal inconvénient, c'est qu'effectivement, on a une responsabilité sur ses biens personnels. Donc, effectivement, s'il y a des mauvaises affaires, malheureusement, c'est pas toujours dû. Heureusement, c'est pas toujours dû au fait que l'entrepreneur a fait des erreurs, mais quelquefois, on a un dépôt de bilan d'un client, on a des problématiques qui malheureusement peuvent ne pas être de la responsabilité du chef d'entreprise, mais qui entraînent des mauvaises affaires et qui peuvent entraîner sa responsabilité personnelle sur ses biens propres. Alors, la loi, pour atténuer cette responsabilité qui peut être très lourde, a introduit un système d'insaisissabilité de la résidence principale, c'est-à-dire que dans la mesure où le chef d'entreprise
est sérieux, n'a pas fait est quelqu'un qui gère son entreprise en bon père de famille, comme on le dit, son expression consacrée, dans ce cas-là, s'il fait des mauvaises affaires, ben, en tout cas, sa résidence principale, elle est protégée et on ne pourra pas la vendre pour payer les créanciers. Alors, la loi a introduit, au-delà de cette protection de la résidence principale, la possibilité de déclarer insaisissable d'autres biens qui peuvent lui appartenir, mais là, il faut aller devant le notaire et faire une déclaration d'insaisissabilité. Donc, on le voit bien, le législateur a voulu, même dans le cas d'une entreprise individuelle, protéger les biens de l'artisan, commerçant, etc., qui engagent donc ses biens et son argent, etc., de manière à ce que malheureusement, s'il fait des mauvaises affaires, on ne vienne pas le chercher sur ses biens personnels et principalement la résidence principale. Au niveau de l'imposition de ces bénéfices, là, on est imposé sur l'impôt sur le revenu. Donc, BIC, c'est bénéfices industriels et commerciaux. BNC, c'est toutes les professions libérales, médecins, architectes, etc. Donc là, en fait, il y a une transparence dans l'imposition, c'est-à-dire que le résultat qui est dégagé par l'entreprise individuelle, eh ben, on est directement imposé dessus au niveau fiscal et également au niveau social, au niveau du TNS. Les cas particuliers de la micro-entreprise, donc du régime auto-entrepreneur, régime micro-entrepreneur, c'est pareil, hein, c'est deux termes qui veulent dire la même chose, et soumise à certaines conditions. La première étant de ne pas dépasser un certain chiffre d'affaires en fonction de l'activité qui est exercée. Si c'est de la vente, le chiffre d'affaires à ne pas dépasser 176 200. Et si on est sur, pour les autres activités, on est à 72 600 €. C'est des montants qui varient chaque année, hein, qui sont revus un petit peu à la hausse, un petit peu à la baisse en fonction. Donc voilà, première chose, ce régime-là, il y a un chiffre d'affaires à ne pas dépasser, donc bien réfléchir avant de se lancer. Le gros point également de ce régime, c'est qu'il n'y a aucune déduction de frais qui est possible. Quand on entend frais, ça va être le frais, par exemple, si vous prenez un comptable, le compte bancaire, votre assurance responsabilité civile, vos frais de déplacement, votre publicité, votre site internet. Toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas les déduire. Vous allez déclarer en URSSAF le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le montant de ce que vous encaissez. Donc c'est pareil, ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Il faut bien prendre en compte les frais de fonctionnement. Toute entreprise a des frais de fonctionnement. Même si vous avez déjà votre matériel, c'est une notion qui revient souvent, hein. J'ai déjà le matériel. Oui, partez du principe qu'il va falloir acquérir de nouveaux matériels, que vous pouvez vous le faire voler, le perdre, et qu'il y a les frais, ce qu'on appelle les frais fixes, les cotisations sociales, les assurances, le compte bancaire et autres. Autre point concernant ce régime-là, c'est qu'il y a une franchise de TVA, c'est-à-dire que vous n'êtes pas soumis à la TVA jusqu'à un certain seuil. Et toutes les déclarations de chiffre d'affaires se font en ligne sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr ou sur l'application mobile du même site. J'en profite pour vous, voilà, gros conseil, n'allez pas chercher des informations à droite, à gauche sur les blogs, les forums. Il y a plein de choses qui se disent, il y a plein de choses qui sont vraies, mais il y en a aussi énormément qui sont fausses et pas vérifiées. Quand vous avez besoin d'informations, que ce soit en termes de législation, ou autres, allez bien sur les sites officiels, c'est-à-dire les sites de l'URSSAF, le site auto-entrepreneur.ursaf.fr, les sites des experts comptables éventuellement, mais vraiment faites attention à tout ce qui est blog et forum, hein, et sites frauduleux. Au niveau du règlement des cotisations, c'est vous qui allez, lors de la création d'entreprise, donc, soit vous faites la création sur le site auto-entrepreneur parce que vous êtes profession libérale, soit vous la faites auprès de la Chambre des métiers ou de la CCI si vous êtes artisan ou commerçant. C'est vous qui allez déterminer si vous souhaitez déclarer et régler de façon mensuelle ou trimestrielle. Peu importe votre choix, vous disposez d'un délai de 90 jours qui a été convenu par le législateur
lors de votre démarrage. Ce délai de 90 jours peut être un petit peu allongé en fonction du temps de traitement des dossiers côté URSSAF, en fonction de la date à laquelle vous créez. Voilà, si vous le créez en fin de trimestre, il se peut qu'il y ait voilà, 120 jours à passer. Mais gardez bien en tête que pendant 3 mois, côté URSSAF, on ne va pas vous réclamer ni de déclaration, ni de règlement. Alors, ça va arriver plus tard. Et sur ce choix de mensuel, trimestriel, sur le choix du régime aussi, hein, rien n'est figé dans le marbre. Le but étant que votre entreprise va évoluer et que vous allez pouvoir faire tout un tas de changements. Voilà, donc ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que quand vous faites la déclaration de chiffre d'affaires, ce que vous déclarez, c'est les chiffres d'affaires que vous avez en votre possession. Si vous faites une facture, mais qu'elle ne vous est pas réglée, vous ne déclarez pas ce chiffre d'affaires-là. Si vous recevez un chèque au mois de janvier et que vous l'encaissez 6 mois après, c'est votre affaire, elle est quand même ce chiffre d'affaires est quand même à déclarer sur le mois de janvier, au moment où vous avez la somme sur votre compte. Des aides sont possibles. Alors, quand on parle d'aide, ce n'est pas un apport financier de notre part. L'ACRE, elle se décompose de 2 manières. La demande se fait obligatoirement sur le site internet auto-entrepreneur.ursaf.fr, un simple formulaire à remplir, accompagné du justificatif. Vous êtes affilié Pôle emploi, vous avez moins de 25 ans, tout est indiqué sur le site internet, les conditions pour obtenir l'ACRE. L'ACRE, c'est une réduction de cotisation, c'est-à-dire que le taux de cotisation va être minoré pendant le trimestre en cours et les 3 suivants. Donc attention, ça ne va pas être forcément 1 an, c'est bien jusqu'à la fin du 3e trimestre civil. Si vous commencez par exemple fin mars, ce sera le trimestre en cours, donc janvier, février, mars, et l'exonération va aller jusqu'au mois de décembre. Donc, à bien prendre en compte, ça c'est une info qui circule que l'ACRE pour les auto-entrepreneurs est valable 1 an. Non, le trimestre en cours, on est sur des trimestres civils et les 3 suivants. Vous avez 45 jours pour faire votre demande d'ACRE quand vous créez l'entreprise. Donc, moi, je vous invite vraiment à le faire dans la foulée. 45 jours en phase de création, ça passe très vite quand vous devez chercher éventuellement voilà, un banquier, prospecter sur des clients, faites la déclaration dès que vous le pouvez, la demande d'ACRE. Et derrière, il y a l'ARS qui est à voir plus précisément au niveau de Pôle emploi, sur vos droits, chômage. Pardon. Et l'URSSAF va être là pour vous, éventuellement vous expliquer en détail la différence entre le régime auto-entrepreneur et le régime classique. Mais le plus à même de vous aiguiller sur le choix du régime, il n'y a pas un régime mieux qu'un autre, c'est en fonction de la situation de chacun et de l'évolution de l'entreprise. Le plus à même, ça va être le comptable, sur le choix du régime vous concernant. Donc là, on va reprendre, on va approfondir un petit peu l'aspect entrepreneurial en entreprise individuelle. Donc, on a vu qu'on pouvait s'immatriculer quand on crée une activité en entreprise individuelle avec le régime auto-entrepreneur et le législateur a voulu, et c'est dans l'objectif de protéger donc l'artisan, commerçant, profession libérale, a voulu vraiment protéger sans avoir besoin de recourir à une société qui sépare bien les différents patrimoines, donc a créé l'EIRL, entreprise individuelle à responsabilité limitée. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette EIRL? On est en exploitant individuel, on n'est pas en société, donc il y a un seul exploitant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas de capital social minimum, puisque ce serait le cas dans le cadre d'une société. Au niveau de la responsabilité sur les biens personnels, donc on a vu qu'il y avait la résidence principale qui était protégée par la loi, mais là on va encore plus loin. Quand on s'inscrit au niveau du tribunal de commerce, quand on exerce son activité à l'origine, on décide d'un capital, d'un patrimoine d'affectation, où on va dire, pour mon activité d'artisan,
je vais amener une camionnette, je vais amener un établi, je vais amener un certain nombre d'outils, etc., que je vais affecter à cette activité. Et ça sera en fait le capital matériel que je vais affecter à cette activité. Et si demain, malheureusement, je faisais des mauvaises affaires, ben, je ne pourrais être responsable que sur ce capital d'affectation que j'ai mis dans cette activité. C'est-à-dire qu'au plus, on pourra me saisir ma camionnette, mon établi, un certain nombre d'outils, etc., que j'ai déclarés. On fait une déclaration à l'origine quand on se crée au greffe du tribunal de commerce. On dit que voilà ce que j'affecte à mon activité professionnelle et ça permet de préserver tout le patrimoine personnel qui peut être effectivement recherché dans le cadre de difficultés et de mauvaises affaires. Donc ça, c'est vraiment important au niveau de l'EURL. Ce patrimoine d'affectation est vraiment étudié avec beaucoup d'intérêt parce qu'en plus, c'est un imprimé en double page à remplir, à déposer au greffe et qui permet effectivement de vraiment protéger son patrimoine personnel. Au niveau du régime fiscal, là, le législateur a en plus effectivement apporté un petit plus par rapport à l'entreprise individuelle. On a vu tout à l'heure que l'entrepreneur individuel qui n'est pas sous forme de URL, le résultat était transparent, il arrivait directement sur la déclaration de revenus et la déclaration sociale du travailleur indépendant. Là, le législateur permet au-delà de cette possibilité, d'opter pour l'impôt société. Donc, en définitive, quand la société fait un résultat, eh bien, on calcule l'impôt société, on paye l'impôt sur cette base-là, et l'entrepreneur individuel, il est imposé seulement sur les prélèvements qu'il a fait du point de vue fiscal, l'impôt sur le revenu, et du point de vue social, au niveau des charges sociales. Donc, ça permet effectivement l'impôt société, dans le cas par exemple où l'entrepreneur a fait des emprunts, etc., où la majeure partie de sa capacité d'autofinancement va vers des remboursements d'emprunts et en fait, il ne peut pas prélever les sommes qui sont dans le bénéfice. L'impôt société permet effectivement d'avoir une optimisation de son résultat et de son imposition. Donc, c'est vraiment intéressant parce que là, on n'a pas le choix. On a le choix qu'on n'a pas dans l'entreprise individuelle qu'on a vu tout à l'heure. Et au niveau du régime social de l'entrepreneur individuel, au niveau de l'URL, sur ces prélèvements personnels, il va être soumis aux charges sociales. Par contre, si effectivement sur 50 000 euros de bénéfice, il a prélevé 30 000, il sera imposé à l'impôt sur le revenu et charges sociales sur les 30 000 et les 20 000 restants, ils vont être imposés à l'impôt sur les sociétés et ils ne seront pas imposés aux cotisations TNS. Donc, c'est quand même intéressant. Alors, on peut aussi, donc là, on était dans le cadre de l'exercice de l'activité seul, mais on peut effectivement exercer l'activité en EURL ou en SASU. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer, mais on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc, dans les deux cas, au niveau de l'EURL, alors l'EURL, en fait, c'est tout simplement, c'est une SARL avec un associé unique. Et la SASU, c'est une société anonyme, associé unique pareil. Alors, le nom de l'associé, dans les deux cas, on est à 1 €. Le montant du capital minimum, on est à 1 € dans les deux cas. Alors, la loi permet effectivement d'être avec un capital de 1 €, mais globalement, il faut quand même doter l'entreprise, enfin, la société, d'un capital qui soit quand même significatif, parce que pour avoir la confiance des tiers, des fournisseurs, etc., c'est vrai qu'un capital de 1 000 €, c'est quand même assez faible. Donc, la libération du capital, on appelle par ce terme le fait qu'effectivement, quand on met un capital, on a la possibilité de ne verser dans un premier temps une certaine somme. Donc là, dans le cas de l'URL, il faut libérer au minimum 20% à la Constitution et les 80% restants, on peut le faire par la suite. La SASU, là, on est à 50% à la Constitution de la société. C'est-à-dire si on met un capital de 10 000 € dans le cadre du deuxième cas,
On doit libérer automatiquement aujourd'hui donc 5 000 euros et les 5 000 euros restants, on pourra les apporter par la suite. Alors, il y a quand même une petite difficulté parce que dans ce cas-là, on ne peut pas bénéficier d'un impôt réduit à 15%. Une des conditions pour être assujetti à l'impôt à 15%, c'est d'avoir un capital libéré en totalité. Donc, il faut faire attention à cette petite difficulté. Au niveau de la responsabilité des associés, dans le cadre de l'UIRL, comme dans le cadre de la SASU, on est limité au montant de l'apport en capital. Alors, sous réserve, effectivement, des cautions personnelles, voilà. Et puis, caution personnelle, c'est vrai que si on veut faire des investissements, quelquefois le banquier demande une caution dans la mesure où il n'y a pas un capital suffisant, où il n'y a pas des bénéfices suffisants, des réserves suffisantes. Le banquier peut demander une caution personnelle et bien évidemment, là, la responsabilité, elle est au-delà de du capital qu'on a mis. Alors, il faut faire attention à deux choses, c'est que dans le cadre de la SARL, les cotisations sociales sont émises au nom du gérant. Donc, le gérant, il est toujours responsable des cotisations TNS. C'est-à-dire que si l'URL dépose le bilan, donc les organismes pourront effectivement rechercher la responsabilité, le dirigeant, parce que c'est des cotisations personnelles, même si elles sont prises en charge par la société, c'est des cotisations personnelles et les organismes iront chercher, même en cas de dépôt de bilan, donc le paiement auprès du gérant. La deuxième chose, c'est que la responsabilité, elle est limitée au montant des apports, à condition de, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une gestion bon père de famille. Il est clair que si on paye pas un certain nombre de choses, que si on paye pas la TVA, que si on gère pas comme il faut, effectivement, le législateur a prévu qu'on puisse aller rechercher la responsabilité des gérants à juste titre, parce qu'il n'est pas question, effectivement, que sous le couvert d'exercer en société, on échappe à une responsabilité. Donc, il faut faire attention. Au niveau du régime fiscal, dans l'EURL, on peut, comme dans le IRL que je citais tout à l'heure, on peut être ou un impôt sur le revenu ou l'impôt société. Il faut exercer une option. Donc, je renvoie à ce que je disais tout à l'heure concernant le IRL. Et pour les SASU, on est automatiquement à l'IS, l'impôt société. Le régime social du gérant au niveau de l'URL, là, on est le gérant associé unique, donc on est comme l'entrepreneur individuel. On paye les charges sociales sur ce qu'on prélève, les prélèvements, on les déclare. Vous avez vu cette année d'ailleurs qu'on déclare directement sur la déclaration de revenus, qui sont transmis aux caisses sociales qui calculent les charges sociales et qui vous envoient les échéanciers correspondants. Au niveau de la SASU, on a une fiche de paye, donc on est exactement assimilé à un salarié, c'est comme un salarié normal, avec la petite précision qu'on verra tout à l'heure, mais je l'indique tout de suite, c'est que effectivement, comme c'est pas le responsable social, le dirigeant n'est pas en lien de subordination, il ne va pas pouvoir cotiser donc à Pôle emploi. Donc, sous cette réserve-là, on est assimilé à un salarié. Donc, on paye les cotisations sur la même base qu'un salarié. Au niveau des dividendes, dans le cadre d'une URL, donc jusqu'à 10% du capital social, les dividendes ne sont pas, c'est des véritables dividendes, on paye l'impôt sur le revenu ou la flat tax, et donc on n'a pas de charge sociale. Par contre, dès que les dividendes dépassent 10% du capital social et la moyenne des comptes courants, c'est considéré comme un salaire et on paye des charges sociales là-dessus. Donc, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la SASU, puisque là, on n'a pas de notion de 10% du capital social et la distribution de dividendes donc ne supporte pas de charges sociales. Alors, il faut faire attention parce qu'on ne peut pas se payer tout en dividendes. Il y a l'aspect prévoyance, etc. Donc, il faut quand même faire attention à cet aspect-là. Il faut que le travail normal soit rémunéré par un salaire et puis ce qui reste en résultat peut-être ou laisser dans l'entreprise pour conforter les capitaux propres ou éventuellement faire une distribution de dividendes. Mais là, on n'a pas de cotisation sociale
comme c'est le cas dans le URL. Voilà les principales différences entre les deux aspects. Alors, si on veut comparer effectivement le fait d'être en entreprise individuelle ou en société, un tableau comparatif qui est intéressant, qui permet de fixer les choses. La responsabilité patrimoniale, ben, on l'a vu qu'en entreprise individuelle, elle est illimitée, ce qui, effectivement, il faut faire attention, sauf la précision qu'on a apportée tout à l'heure concernant la résidence principale qui est protégée. Au niveau de la société, ben, si la société fait des mauvaises affaires, ben, ce qu'on a engagé, c'est le capital et on peut au maximum perdre le capital qu'on a mis sous les réserves qu'on a indiquées tout à l'heure. La responsabilité du dirigeant dans l'entreprise individuelle, elle peut être engagée civile ou pénale. C'est ce que j'ai indiqué effectivement tout à l'heure. Une gestion bon père de famille et tout se passera bien. La société, on peut engager la responsabilité civile et pénale pour les fautes commises dans l'exercice des fonctions, mais bon, il y a des règles du jeu, il faut les respecter, et dans la mesure où on les respecte, ben, globalement, on est protégé. Sur la rémunération, dans l'entreprise individuelle, on a vu qu'il n'y avait pas de différence entre l'entreprise et l'entrepreneur, donc tous les résultats de l'entreprise vont être soumis aux charges sociales et à l'impôt sur le revenu. Dans la société, on a vu qu'effectivement, la rémunération c'était la fiche de paye. Alors, bon, généralement, quand il y a plusieurs associés, ben, il faut une délibération de l'Assemblée générale et c'est la fiche de paye sur laquelle figure la rémunération qui est la base des cotisations sociales. Et donc, les charges sociales plus la rémunération sont bien évidemment, dans la mesure où ils ne sont pas exagérés, déductibles des résultats de la société, où ils correspondent aussi à un travail normal et régulier. Donc, aide à la création d'entreprise, donc ça on l'a vu, avec le législateur a voulu effectivement, pour les gens qui démarrent une activité qui était au chômage ou dans certaines conditions, de maintenir les conditions pour Pôle emploi, et ce qui permet en fait de donner effectivement une aide très, très appréciable au démarrage de l'entreprise, de manière à ce qu'ils puissent continuer éventuellement à toucher leur chômage ou à avoir un capital qui peut leur servir à démarrer l'activité. Pouvoir du dirigeant dans l'entreprise individuelle, c'est lui qui est en manette, hein, il a tout pouvoir. Et en société, le gérant, le président, etc., il a tout pouvoir. Alors, dans les statuts, on peut effectivement limiter les pouvoirs, mais c'est des décisions qui peuvent qu'externes. Et vis-à-vis des tiers, on est toujours responsable. Alors, dans certains statuts, par exemple, on indique que toute demande de prêt supérieure à 10 000 € doit être autorisée par une assemblée générale. Bon, ça, c'est des choses qui sont purement internes. Mais si le dirigeant va voir le banquier et lui demande donc 20 000 €, le banquier considérera qu'il a plein pouvoir pour engager la société et demander cet emprunt. Donc, tout pouvoir avec éventuellement des règles internes, mais qu'on ne peut pas dire aux créanciers, etc. En fait, il y avait des limitations, il faut aller les voir. Alors, au niveau de l'entreprise individuelle, au niveau des formalités d'immatriculation, on est sur, c'est quelque chose de vraiment très simplifié, hein. Les choses aujourd'hui sont relativement simples pour s'immatriculer. Beaucoup de choses se font sur Internet, sur les sites des différents partenaires institutionnels. Alors, en société, comme on a des statuts, etc., les choses sont plus compliquées. Ça vient du fait effectivement qu'une société, ce qu'on appelle une personne morale,
et il faut qu'on dise aux tiers qu'elle existe. Donc, il y a une publicité qui est faite dans un journal d'annonce légale. On doit l'immatriculer au greffe du tribunal de commerce, etc. Donc, en fait, c'est une création d'une personnalité morale et qui doit s'accompagner d'une publicité pour que les gens soient au courant que des caractéristiques de la société, c'est-à-dire le capital, le siège social, l'objet, le dirigeant, etc. Donc, c'est pour ça que quand on voit dans les affiches ou autre journal d'annonce légale, on voit effectivement les créations de la société et les différentes modifications qu'il peut y avoir de manière à effectivement que les tiers soient au courant. Les statuts à rédiger en entreprise individuelle, il n'y en a pas. Les règles du jeu sont connues. Par contre, en société, effectivement, les règles du jeu se traduisent dans des statuts qu'il faut rédiger, qu'il faut déposer au greffe et que toute personne peut consulter en allant sur le site du greffe. Au niveau de l'approbation des comptes annuels, donc la publicité des comptes, donc au niveau de l'entreprise individuelle, puisque l'entrepreneur est responsable indéfiniment, ben, on n'a pas de publicité à faire. Par contre, pour les sociétés, ben, dans les 6 mois de la date de clôture de l'année, par exemple, pour un bilan au 31 décembre, au plus tard au 30 juin, on doit tenir une assemblée et on doit, dans les 2 mois qui suivent, donc dans le mois ou 2 mois qui suivent, selon les modalités de dépôt, on doit déposer donc les comptes au greffe pour justement cette information des tiers. Alors, pour les entreprises, les petites entreprises, c'est-à-dire les totales du bilan, 350 000 euros, 700 000 euros de chiffre d'affaires et moins de 11 salariés, 10 salariés, on a possibilité de déposer les comptes, mais de demander ce qu'on appelle la confidentialité. Et dans ce cas-là, tous les organismes sont au courant, les organismes officiels sont au courant des résultats et des chiffres de l'entreprise. Par contre, si vous êtes un tiers, si le dirigeant a demandé la confidentialité des comptes, vous verrez sur le greffe confidentialité, vous ne pourrez pas donc avoir le bilan. Donc c'est une petite... le législateur a voulu faire quelque chose d'allégé pour cette petite entreprise. Au niveau des décisions collectives, au niveau du formalisme, en entreprise individuelle, on est tout seul, donc il n'y a pas de décision collective à prendre. Par contre, au niveau des sociétés, quand il y a des règles du jeu qui changent, les modifications de statut, la fixation de la rémunération du gérant, le transfert de siège, un ensemble de choses, quand les règles changent, on change les statuts, on réunit les assemblées, on réunit les associés, on change les statuts et on informe les tiers de ce qui s'est passé à travers un journal d'annonce légale et un dépôt au greffe du tribunal de commerce. Les apports en capital, donc on a vu que sur l'entreprise individuelle, il n'y en avait pas. Et dans le cas d'une société, on peut ou apporter de l'argent frais, ce qu'on appelle du numéraire, ou éventuellement on peut apporter des choses en nature, on peut apporter du matériel, on peut apporter des stocks, enfin un ensemble de choses. Et dans certains cas, quand les valeurs sont importantes, il y a intervention d'un commissaire aux apports pour être sûr que les apports qu'on fait et qui sont en fait le gage des tiers ne sont pas surévalués. Voilà, donc le législateur a voulu pour certains apports d'une certaine importance qui est l'intervention d'un tiers. Mais on peut apporter ou de l'argent frais ou en nature, une clientèle, du matériel, etc. Donc les choses sont relativement ouvertes. Voilà pour cette partie. Alors, je voulais juste rebondir sur ce qui avait été dit. Et c'est vrai qu'on dit souvent que le régime auto-entrepreneur, les démarches sont plus simples. Au niveau de l'immatriculation, c'est exactement la même chose. Quand vous créez une entreprise individuelle, c'est aussi simple de créer avec le régime auto-entrepreneur que de créer avec le régime classique, hein. Les démarches sont, voilà, on va vous demander les mêmes éléments finalement et bien vous rapprocher de votre centre de formalité, c'est-à-dire Chambre des métiers, CCI ou URSSAF si vous êtes profession libérale. Point important. Au niveau je vous ai présenté tout à l'heure le régime auto-entrepreneur qui a une comptabilité simplifiée, mais pour lequel vous avez tout autant d'obligations parce que vous êtes vraiment considéré comme l'administration fiscale et l'URSSAF comme un travailleur indépendant. Donc, vous avez obligation de tenir quand même vos comptes, de tenir une trésorerie. En tant que réel, pareil, hein, vous devez tenir un journal comptable
avoir un facturier, vous avez toutes les mêmes obligations. Vous avez également le délai de 90 jours pour la phase de démarrage qui vous permet de trouver vos clients, de faire votre site internet. Enfin, voilà, exactement la même chose. On est vraiment dans le même statut social et fiscal. C'est le régime qui change. Au niveau des échéances, pareil, vous avez le choix mensuel ou trimestriel. Et pareil, nous, on va vous créer le compte de façon trimestrielle et c'est à vous de le modifier si vous souhaitez passer en mensuel. Ce qui fait peur sur ce fameux régime réel et ce qui est effectivement plus complexe, c'est la tenue comptable. L'auto-entrepreneur, c'est je déclare, je paye. Je déclare, je paye, voilà, de façon mensuelle ou trimestrielle. Quand on est en réel, nous, URSSAF, on n'est pas devin. Donc, on va partir du principe que votre première année d'activité, on va vous calculer des cotisations sociales sur une base forfaitaire qui va être la même pour tout le monde, qui va être proratisée si vous commencez en cours d'année. Et on va faire pareil la deuxième année d'activité. On va prendre une base forfaitaire et on va appeler des taux de cotisation là-dessus. Donc, le point important, c'est vraiment de nous donner ce qu'on appelle, nous, la modulation, à voir avec votre comptable, de nous donner votre revenu estimé de l'année en cours pour qu'on soit au plus proche de votre réalité et non pas qu'on calcule des taux sur un montant forfaitaire. Ce qui, effectivement, l'année d'après, quand on va vous demander vos revenus réels, on va faire une réévaluation et c'est là, en général, qu'il y a alors, soit de bonnes surprises parce qu'on rend des sommes, soit plutôt une mauvaise surprise parce qu'on s'était basé sur un forfait à voilà, on était parti du principe que votre bénéfice était de 7 000 € et au final, vous et votre comptable, vous faites une déclaration à 50 000 €, ce qui est très bien, mais du coup, nous, on fait un gros rattrapage derrière. C'est vraiment important ce que vous dites, c'est effectivement de réagir relativement rapidement quand on voit que les prélèvements sont importants, de manière à ne pas avoir cette double peine, parce qu'il y a une régularisation de l'antérieur, plus le réajustement de ce qui court. Donc effectivement, si on n'a pas pris ces précautions, on a des sommes importantes à régulariser et sur un temps qui est relativement court. Donc il faut toujours prendre ces précautions de manière à demander, comme vous l'indiquiez, la modulation pour ne pas avoir de surprises désagréables. Pendant longtemps, l'URSSAF se basait sur les revenus réels de 2 ans en arrière. On a évolué, maintenant on se base sur vos revenus N-1, donc on est déjà un petit peu plus proche de votre réalité, mais vraiment, faut pas avoir peur de ce régime réel et bien penser modulation. Quand vous êtes au régime réel, vous avez droit à l'ACRE, c'est ce qu'on voit tout de suite après. L'ACRE, pareil, hein, l'URSSAF ne va pas vous donner, ne va pas vous apporter une aide financière. La seule aide qu'on vous apporte, c'est de vous minorer les cotisations sociales, c'est-à-dire que certaines cotisations ne sont pas dues. Les cotisations d'allocation familiale et la cotisation d'assurance maladie. Reste du CSG-CRDS, la formation professionnelle et la retraite complémentaire. Et là, on est bien, quand on est au régime réel, on est bien sur les 12 premiers mois de date à date. Donc là, on est bien sur une année complète. Autre point important concernant l'ACRE, c'est qu'il y a des seuils, alors j'allais dire à ne pas dépasser, c'est dommage quand on crée une entreprise de se mettre un seuil à ne pas dépasser, hein, donc, mais faites attention, l'ACRE est accordé de façon complète si votre bénéfice, là on parle bien de bénéfice hein, et pas de chiffre d'affaires, est inférieur à 30 852. C'est-à-dire qu'en dessous de ça, OK, vous n'avez pas de cotisation allocation familiale et maladie. Si vous êtes au-dessus de 30 852, mais en dessous de 41 136, vous allez déjà cotiser un petit peu sur ces allocations familiales et cette maladie. Et si vous êtes au-dessus, si votre bénéfice est supérieur à 41 136, là, vous perdez finalement le bénéfice de l'ACRE et on va vous appeler ces cotisations. Donc c'est pareil, toujours surveiller sa comptabilité encore plus cette première année. Et si vous voyez que vous allez dépasser ces seuils, bien nous le faire savoir pour qu'on vous appelle tout de suite ces cotisations et qu'il n'y ait pas de gros rappels l'année d'après. Et au niveau du, voilà, si vous avez des associés, là, je redonne la parole à l'expert comptable.
Oui, donc si on a des associés, là, jusqu'à maintenant, on l'a raisonné, on était tout seul, là, donc on est en EI, en EIRL, et puis en URL ou SASU. Dès que j'ai des associés, ben, là, je dois faire le choix entre principalement la SARL et la SAS. Alors, il en existe d'autres, comme c'est indiqué, mais c'est vrai que c'est quand même relativement à la marge, et on en voit très peu, c'est-à-dire les sociétés en nom collectif, et les sociétés anonymes, mais là, c'est plutôt des entreprises qui sont un petit peu importantes et on a besoin d'un conseil d'administration, etc. Donc, c'est pas le genre de structure qu'on retrouve chez les créateurs d'entreprise. On retrouve surtout la SARL et la SAS. Alors, quelles sont les différences entre ces deux structures? Donc, au terme d'associés, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, quand on est tout seul, c'est une URL. Là, on a des associés, ça peut être son conjoint, ça peut être ben, quelquefois on voit des gens qui sont complémentaires. Il y en a un qui s'occupe du commercial, l'autre du technique, donc il crée une société, une SARL à deux, donc on peut aller jusqu'à 100. En SAS, bah, on est au minimum à deux personnes, puisque là, on commence à être avec des associés, donc minimum 2 dans la SRL et dans la SAS. Alors, au niveau du capital, on a vu que c'était au minimum 1 euro, mais bon, j'ai jamais constitué de société à 1 euro, ça fait pas sérieux, mais bon, globalement et légalement, on peut le faire. Hein. Parce que dès qu'on a un local, il faut un dépôt de garantie, il faut un minimum pour constituer un stock, un minimum pour constituer une société, etc. Donc, on va dépenser véritablement des sommes qui vont constituer un capital qui va être plus significatif que ça. Donc, au niveau de la responsabilité des associés, bah, c'est comme dans le cas de tout à l'heure, ce qu'on a vu, c'est-à-dire qu'elle est limitée au montant des apports en capital. Donc, sauf effectivement ce qui concerne les cautions. Ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau des cotisations sociales, les cotisations sociales elles arrivent au nom du gérant, donc c'est le gérant qui les doit et qui en est responsable. Hein. Donc il faut faire attention à ça. C'est parce qu'on est SARL qu'on n'est pas responsable des cotisations sociales qui sont, je le répète, personnelles. Au niveau de la SAS, là, on n'a pas ce problème-là, puisque l'employeur, c'est l'entreprise. Donc, bah, si malheureusement, on a des problèmes au niveau entre autres, des cotisations sociales, bah, là, on n'est pas responsable donc, d'un point de vue individuel, puisque c'est au nom de la société que les cotisations sont émises. Et là, pareil, la responsabilité est limitée au montant de l'apport, sous réserve toujours des cautions personnelles. Donc, effectivement, faire toujours très attention quand on a des emprunts ou autres à cette responsabilité personnelle, à cette caution, parce que malheureusement, effectivement, ils peuvent être mis en œuvre. Et puis, on a vu avec la période du Covid, même s'il y a eu on est tous bien placés pour le savoir, on a eu des aides de l'État, des tempéraments pour l'URSSAF, des aides de l'URSSAF, des aides de PGE, etc., ce qui a permis d'amortir le choc. Mais effectivement, on a vu des situations que malheureusement on n'a jamais vues et qui sensibilisent les chefs d'entreprise à leurs responsabilités. Au niveau du régime fiscal, au niveau de la SARL, donc on a l'impôt société, avec une particularité, c'est qu'on peut être à l'impôt sur le revenu si on a des entreprises familiales. Hein. Donc si on est avec son épouse, avec ses enfants, avec un certain nombre de sa famille délimité par la loi, on peut choisir dans certains cas donc être à l'impôt sur le revenu, ce qui peut être intéressant dans certaines structures. En particulier, je pense aux locations meublées qui sont exercées sous forme de SARL. Souvent, on choisit l'impôt sur le revenu. Au niveau de la SAS, le régime de taxation des bénéfices, on est sur l'impôt société, c'est-à-dire que la société, elle dégage un bénéfice, elle est taxée là-dessus, et ce qui reste, ben, on le laisse dans la société au titre des réserves et éventuellement distribution de dividendes si on en a la volonté.
Au niveau du régime social du dirigeant, au niveau de la SARL, on est gérant, donc on paye les cotisations. Si on est majoritaire, on paye les cotisations sociales comme un travailleur indépendant, hein, sauf que là, c'est sur les prélèvements qu'on fait, hein, pas sur le bénéfice total de l'entreprise. Et quand on est gérant minoritaire, c'est-à-dire que jusqu'à 50% du capital, y compris son conjoint, compte le conjoint et les enfants mineurs, si on est jusqu'à 50%, ben on est gérant minoritaire. Et dans ce cas-là, on paye ses cotisations comme si on était salarié. Ce qui est le cas d'ailleurs dans le cas de la SAS, on l'a vu tout à l'heure, dans le cas de la SASU, on est assimilé salarié, on paye comme un salarié, sauf pour l'emploi auquel on ne cotise pas puisqu'on n'y a pas droit. Au niveau des dividendes, jusqu'à 10% du capital et des comptes courants, on n'est pas taxé au titre des charges sociales. Par contre, au-delà, les organismes sociaux, enfin les législateurs, considèrent qu'effectivement c'est un supplément de rémunération et on paye les charges sociales sur ce qu'on a prélevé au titre de la rémunération, mais sur aussi tout ce qui dépasse 10% du capital, la moyenne du capital avec les comptes courants. Et au niveau de la SAS, quand on distribue des dividendes, on ne cotise pas aux charges sociales. On n'a pas la même règle qu'au niveau de la SARL. On ne doit pas dépasser plus de 10%. Alors, je me permets de rebondir sur cette notion d'assimiler salarié-salarié. La différence se fait sur la cotisation ou non à Pôle emploi. Et point très important aussi concernant la SAS ou la SASU, hein, peu importe, ça va être la même chose. Beaucoup de personnes, et c'est tout à fait légal, hein, partent du principe qu'elles ont des droits Pôle emploi sur 1 an, 2 ans. Donc, créer une SAS en se disant, bah voilà, je vais vivre de mes allocations chômage et je ne me verse pas de salaire sur ma SAS ou sur ma SASU. D'un point de vue légal, c'est tout à fait possible. Par contre, ce qu'il faut bien prendre en compte, alors il y a 2 éléments importants, c'est que nous, du coup, côté URSSAF, s'il n'y a pas de versement de salaire, il n'y a pas de cotisation sociale, donc vous allez être connu au niveau du greffe, éventuellement de la CCI, en fonction de l'activité, mais côté URSSAF, vous n'êtes pas connu. Donc si un prestataire, un fournisseur, un comptable, peu importe, vous réclame une attestation comme quoi vous êtes à jour chez nous, on ne pourra pas vous la fournir. S'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de cotisation, donc vous n'êtes pas connu chez nous. Premier point, donc cette attestation peut vous bloquer pour des marchés. Et autre point, c'est que quand on dit que vous ne vous versez pas de salaire, c'est qu'il n'y a vraiment pas de flux financier entre le compte bancaire de la SAS ou de la SASU et vos comptes personnels. Ces virements-là s'appellent des salaires, même s'ils ne sont pas forcément réguliers du même montant. Donc, bien attention, c'est autorisé, mais il y a des limites à ne pas franchir, voilà, d'un point de vue légal. Et après, pour toutes les personnes qui veulent entreprendre, qui veulent voilà, vivre de leur activité, mais pour qui toutes ces choses-là, de législation, de statut, de régime et autres termes, voilà, qui n'ont pas envie de se frotter à ça, il y a des solutions alternatives, voilà, que va vous présenter ma collègue derrière. Oui, donc les coopératives d'activité sont des structures qui apportent un cadre juridique et qui permettent à des porteurs de projets de développer et d'étudier leur activité sur du réel. Donc, il n'y a pas de création d'entreprise par le porteur de projet, c'est vraiment hébergé par la coopérative et le statut juridique de la coopérative. Donc, tous les documents officiels seront fournis par la coopérative, éventuellement un extrait CABIS qui peut être demandé pour une ouverture de compte chez un fournisseur. Ce sera celui de la coopérative d'activité qui héberge le porteur de projet. Donc, la personne est complètement autonome pour décider d'aller travailler et de quand et de comment et de quoi faire. Nous allons prendre en charge tout ce qui va être l'administratif et la comptabilité, les déclarations sociales, déclarations de TVA. Le principe vraiment, c'est de libérer la personne de tous ces soucis administratifs pour pouvoir avoir du temps
pour aller chercher le client, faire sa com, ses cartes de visite. C'est vraiment la liberté d'avoir un peu plus de temps sans avoir la pression de tout ce qui est administratif et comptabilité. Donc, le statut d'entrepreneur salarié. C'est vraiment un statut de salarié, hein, comme son nom l'indique. On est entrepreneur parce que on décide de où on va et de nos prix et de chercher nos clients. Mais par contre, on est salarié parce que au final, une rémunération est versée. Cette rémunération est versée en fonction du résultat de l'activité. Donc, quelqu'un qui a un résultat positif aura un salaire de versé et un salaire qui va faire qu'il va cotiser pour toutes les cotisations obligatoires des salariés. Donc, régime général de la sécurité sociale, l'accident du travail, bien évidemment, les indemnisations Pôle emploi. Donc, il va cotiser à Pôle emploi, les cotisations au niveau de la prévoyance et également la mutuelle santé. La particularité du contrat, qui s'appelle le contrat d'entrepreneur salarié associé, qui est un contrat uniquement signable dans les coopératives d'activité, est en fait qu'il n'y a pas de mention ni d'heure, ni de temps de travail, ni de taux horaire, pardon. Il y a simplement une part fixe qui est déterminée au démarrage de l'activité et ensuite une part variable qui va être, comme son nom l'indique, qui va varier tous les mois en fonction du résultat de l'activité. Le statut est vraiment salarié, hein, vous avez droit à vos congés payés, vous avez droit à, si vous êtes malade, à aller voir le médecin et avoir un arrêt maladie, vous aurez des indemnités journalières réglées par la sécurité sociale. C'est vraiment ce statut de salarié, mais également d'entrepreneur qui peut être intéressant, puisque là, vous avez vraiment la liberté d'entreprendre comme vous le souhaitez. Donc, le petit graphique présente un peu le fonctionnement des coopératives. Donc, au démarrage, on vous accompagne, hein, on vous aide à mettre en place vos tarifs, éventuellement votre cible client. Ensuite, vous allez aller avoir à chercher vos clients, proposer vos prestations. Nous avons plusieurs entrepreneurs dans notre coopérative, donc on organise régulièrement des réunions. Vous pouvez échanger, vous pouvez voir si quelqu'un a un problème, peut-être qu'il va pouvoir vous aider à résoudre parce qu'il l'a eu déjà précédemment. On vous fait des formations, vous êtes susceptible de suivre des formations. Alors ça peut être dans le marketing, ça peut être sur les réseaux sociaux, comme ça a été fait cette année. Ensuite, nous nous occupons de tout ce qui est déclaration sociale, c'est-à-dire les paiements des cotisations sur vos salaires, la déclaration et le paiement de la TVA. Toute l'administratif et la comptabilité est pris en charge par la coopérative. Donc, vous avez à charge de trouver vos clients, réaliser vos prestations et ensuite, nous, on va s'occuper de tout le reste, tout en vous suivant, vous accompagnant, vous faisant des propositions de rencontres, d'échanges avec les autres entrepreneurs. Il y a également une mutualisation de moyens, hein, puisque pour exercer une activité professionnelle, on a besoin d'une assurance responsabilité civile professionnelle. Donc, cette assurance est prise par la coopérative pour vos activités. Il y a une mutualisation également au niveau des logiciels qu'on met à votre disposition, logiciels pour faire vos devis, vos factures, également vos notes de frais, puisque dans ce fonctionnement-là qu'on a, vous allez pouvoir vous faire rembourser par votre activité toutes les dépenses engagées pour votre activité. Les achats de matières premières si vous êtes quelqu'un du bâtiment, un ordinateur si vous aviez besoin d'un ordinateur. Tous ces achats-là vont pouvoir être comptabilisés en charge sur votre activité et à partir du moment où vous aurez commencé à vendre des prestations ou du matériel, vous allez avoir de la trésorerie qui va s'incrémenter dans la coopérative qui va permettre de vous rembourser vos frais et à la fin du mois de vous payer vos salaires.
Donc, toute activité peut être hébergée dans une coopérative d'activités, hormis les activités réglementées, bien entendu. Nous avons, nous, un établissement principal généraliste qui héberge toutes les activités généralistes. Nous avons également un établissement secondaire bâtiment, puisque dans le bâtiment, certaines règles sont un peu plus spécifiques, ne serait-ce qu'au niveau des congés payés. Et nous sommes également organisme de formation avec la reconnaissance Calliope. Donc, tout ce qui est mis en place dans la coopérative est mis à disposition des entrepreneurs qui peuvent utiliser le numéro de l'organisme de formation. S'il y a besoin, comme ma collègue de l'URSSAF en parlait, d'obtenir une attestation comme quoi on est à jour de paiement de nos cotisations, vous allez pouvoir l'obtenir par le biais de la coopérative. Il y a également moyen de répondre à des appels d'offres. Plusieurs entrepreneurs peuvent se regrouper suivant leur qualification et répondre à un appel d'offres. C'est vraiment le statut qui permet d'être indépendant sans être seul. Vous avez donc le réseau des autres entrepreneurs, vous avez les permanentes des coopératives qui sont là pour vous accompagner également au développement de l'activité. Donc voilà, être entrepreneur salarié chez A2E+, c'est donc une façon d'entreprendre différemment, avec un statut différent, mais un statut qui est complètement légal. Il y a la loi de l'ESS qui a ouvert et validé ce contrat ce CESA, ce qu'on appelle le contrat d'entrepreneur salarié associé. Alors, une petite parenthèse, c'est que nous sommes une coopérative, donc avec le principe des coopératives qui est que les salariés sont les principaux associés. Donc à terme, les entrepreneurs peuvent devenir associés de la coopérative, avec également la particularité, c'est que c'est une personne, une voix. Que vous ayez 10 parts, 20 parts ou une part, vous avez le même pouvoir de décision à l'Assemblée générale. Donc, c'est aussi un moyen de s'approprier un peu plus l'entreprise qui devient pour partie la vôtre. Voilà, donc on va remettre les visages pour leur fin. Merci de votre attention à tous. Merci à nos partenaires. Voilà, donc on espère que ça vous a apporté un certain nombre d'informations, donc cette conférence sur la forme juridique idéale. Vous avez pu voir qu'il n'y a pas de forme juridique idéale, mais voilà, il y a plusieurs critères qui font que vous allez naturellement, et avec l'aide de vos partenaires, vous diriger vers une forme juridique la plus adéquate possible. Et comme on le disait, c'est assez vivant, donc tout au long de votre entreprise, ce qui était vrai hier n'est plus forcément aujourd'hui, donc vous allez certainement jongler avec, voilà, évoluer vers d'autres formes juridiques. Voilà, donc n'hésitez pas, on a d'autres conférences, donc on a 7 autres thèmes. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la Chambre des métiers, donc cma-isère.fr pour aller vous inscrire à ces autres conférences. Pour avoir ce diaporama, sachez qu'à l'issue de cette conférence, vous allez recevoir par mail un questionnaire qu'il faudra remplir et nous renvoyer. Et à l'issue de ce renvoi-là, vous allez recevoir le diaporama. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions au moment du renvoi du questionnaire. Voilà, et écoutez, merci à tous et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.